Les chants poétiques. On trouve toujours un sage pour remplacer un sage. Seuls les fous sont irremplaçables. Malcolm de Chazal. Je suis l'homme qui s'est retrouvé, qui s'ignorait, qui a créé, qui a œuvré pour savoir qui il était. Personne ne se connaît sans se donner. Alors, j'ai eu, pour me connaître et savoir qui je suis, de retrouver un nouveau sens, un autre sens de l'amour. Il avait les mots dans le dos et le verbe devant lui. Je vous dirais que près de Curepipe, la ville où j'habite, il y a un superbe jardin. Je commençais Sens Plastique quand un jour, par beau soleil d'après-midi, personne n'étant dans ce jardin, et je passais devant un groupe d'azalées. Et puis, le miracle s'est produit. Une fleur que je regardais, me regardait. La fleur d'azalée tenait une conversation avec moi. Cet acte qui oblitère l'état objectif de vision et qui cause une réciprocité du sujet et de l'objet, dans cet acte où je vois la fleur d'azalée me regarder, j'ai connu pour la première fois le sens de l'amour. C'est-à-dire l'amour qui est à la fois cosmique, humain, universel. Dans ce sens, aimer, c'est s'intégrer, c'est devenir l'autre. Quand on lit Sens Plastique, on a justement l'impression de cette grande communication de vous-même et, disons, du végétal, de la fleur, de la plante, de la feuille, et peut-être plus, justement, du végétal que de l'humain, ou plus généralement de l'animal. La solitude n'existe pas pour le poète. La seule solitude qu'il connaît, c'est la solitude en société, dans des parties, dans des réceptions. Là, c'est atroce. Mais jamais un poète n'est seul quand il est parmi les arbres, au bord de la mer, parce que tout lui répond. Il est entouré d'amis qui ne lui demandent rien. Toutes ces choses l'aiment, le reçoivent. Elles sont là pour sa venue. Mais pour y arriver, il faut une ascèse. Je vous dirais que le poète, c'est l'homme le plus sensible de la terre, le plus aimant, et l'être qui est torturé par la vie. Et toutes ces comédies qu'il fait, c'est le poisson hors de l'eau. Il faut toute une vie pour arriver à se supporter. Je regrette d'avoir à vous dire que selon moi, dans mon cas personnel, je n'aurais jamais pu y arriver sans de très grandes souffrances. Sans que la société m'ait pilé, écrasé, sans que j'ai senti toutes les affres du rejet, sans que j'ai connu toutes les angoisses possibles et imaginables. Alors à ce moment-là, je n'ai eu qu'une ressource en moi-même. M'échapper. M'échapper voulait dire sortir de moi-même pour aller n'importe où, mais pour me délivrer. Bientôt, il ne me fut plus nécessaire de voir un arbre, une fleur ou un fruit pour l'humaniser. L'air, l'eau, les jeux de la lumière et des couleurs, un éclat sur une feuille, un bruit au lointain, la chute d'un insecte, un tressaillement de branches, tous ces impalpables de la vie naturelle servaient dès lors de matrice à mes transpositions de l'humain, alors que, hier encore, il m'avait fallu de concrètes tranches de vie pour apposer le sceau de l'homme sur la cire des choses. J'ai peut-être été jusqu'ici, je ne dirais pas hypocrite, mais en même temps très donnant et très retracté. Je suis extrêmement fermé et ouvert, fermé dans le bon sens, c'est-à-dire que je garde mon tabernacle fermé. Allons l'ouvrir un petit peu, ce tabernacle. Ce qui arrive est ceci. Qu'est-ce que vous avez autour de vous ici au Morne Brabant, à ce superbe hôtel à Maurice? Vous avez la mer dans une lagune, vous avez des filaos,
vous avez une merveilleuse bordure, vous avez un grand calme, vous sentez une évasion. Mais qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous avez, ces arbres que vous voyez, ces fleurs, ce meuble, ce tapis? Ce ne sont que des images. N'existent que des images. Il n'y a pas d'idée. L'idée, c'est une forme abstraite de l'image. Un chiffre, un point est une image. La moindre couleur est une image. Tout est image et tout est verbe. L'homme qui a changé ses images a changé sa vie. Un homme meurt, ce qui reste de lui, c'est un nom, c'est une image. Aimer, c'est aimer une image. C'est-à-dire que la poésie n'est pas partielle. La poésie est absolument tout, c'est le fondement et le fait de la vie. Alors l'image, c'est ça qui va changer tout. Un nouveau sens de l'image. Remarquez aujourd'hui, tout s'enseigne par l'image. Vous avez la TV, mais cette image est envoûtante. Ce sont des images qui nous possèdent. Il nous faut des images qui nous libèrent. Quelles sont ces images? C'est l'image du poète et dans le sens que je vous le dis. La poésie ne saurait être vivante et libérée tant que les poètes n'osent changer le sexe des mots à loisir, afin de créer dissonance et assonance pour rencontrer les besoins de la musicalité du verbe et les modulations de la pensée. Moi, je me sers des paraboles, par exemple, comme l'arc-en-ciel, la parabole de l'arc-en-ciel, la parabole du reflet. La nature nous parle, mais nous sommes aveugles et sourds. Ce qu'il faut, c'est de d'abord trouver ce langage que le monde recèle. C'est de revenir à Baudelaire, qui disait « La nature est un temple dont les vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles qu'on n'entend pas. » On pourrait donner le sens de allégorie dans un sens neuf. C'est-à-dire que, par le conscient et l'inconscient liés, on s'intègre à l'objet qu'on voit. Par le fait, il y a réciprocité entre le sujet et l'objet. Ayant réciprocité avec le sujet et l'objet, se dégage un lien conceptuel vivant entre l'homme et l'arbre. Et on voit qu'il y a une parenté entre l'homme et l'arbre. C'est pas dire seulement les branches sont des bras. À ce moment, on est au-delà du symbole. Si vous voyez sens plastique, par exemple, toutes les conformations du corps humain, comme bouche, dents, œil, n'ont pas du tout un sens symbolique. Ce sont des verbes d'animation. Par exemple, je vous cite un verset de sens plastique, assez osé. Il n'y a nulle pornographie dans mes textes, je dois dire. La mer ayant ouvert ses cuisses, on sentait l'odeur des algues. Cuisse de la mer. Cuisse n'est pas un symbole. Cuisse est allégorique. Alors ça, c'est le verbe d'animation. C'est ça qui lie l'homme et l'univers. Alors l'analogie n'est pas transversale extérieure à l'homme. L'analogie est directe. Mais je me sers du terme analogique. Je dirais c'est l'allégorisme. Parce que moi, il faudrait trouver d'autres mots. Le mot métaphore sens plasticienne ne donne rien. Il faut trouver d'autres mots pour exprimer ça. La bouche ne s'endort jamais. Dans les éclaboussements de l'eau, l'œil de l'eau se couvre de cils. La rose, c'est les dents de lait du soleil. Le rire est le grelot du sexe. Le miroir n'a jamais dépassé le bout de son nez. L'idiot belle du regard. Les vallées sont les soutiens-gorge du vent. Moi, j'ai écrit sens plastique au-delà des mots. C'est-à-dire que le mot, ça vient d'un alphabet, mais c'est simplement le brisement des onomatopées. Le parler des choses ne parle pas un langage articulé. On a rendu ça articulé en créant l'alphabet. Alors, mais il y a un langage où tout le monde peut comprendre. Le baiser est un langage que tout le monde peut comprendre. Et mille choses comme ça. C'est le problème du mot. Et là, nous arrivons à l'art. Le mot, qui se dévide de son sens aujourd'hui. On crée des sigles, on invente des mots, l'ONU et ceci et cela. Les mots sont devenus morts. Ils n'ont plus aucun sens, ils ont perdu leur poids, ils ont perdu tout, parce qu'ils sont vidés de toute forme de poésie. Ce qui donne un sens au mot, c'est son intériorité. C'est comme la musique, son intériorité, c'est pas les vocalises extérieures. Alors,
au fond des choses, quand j'écris Sens Plastique, c'est là où je me dis, mais je deviens complètement fou et je ne serai pas compris pendant des millions d'années parce que tout se dit au-delà des mots. Je vous dirais qu'après que Sens Plastique ait été publié, celui qui l'a le compris le mieux a été Jean Paulhan, et puis Georges Braque, qui m'a demandé de peindre, et qui m'a dit que je ne faisais pas de littérature et que j'étais un peintre en essence. C'est Gaston Bachelard du Collège de France qui m'a dit, mais vos couleurs sont des êtres. Vous voyez tout cela. Tous ces gens à Paris avaient pressenti et qu'il y avait là un message extraordinaire qui se présentait, mais comment y arriver? Comment changer la conscience des gens pour les faire percevoir ce message? Nous avons les surréalistes, des êtres à bascule, c'est-à-dire sont des êtres qui se jettent dans l'inconscient par l'écriture automatique. Et puis il y a Raymond Roussel qui essaye timidement d'associer le conscient et l'inconscient. Pour avoir une conscience totale et pour vivre la communion avec la vie, il faut lier le conscient et l'inconscient. C'est-à-dire arriver à ce sens que un homme se sent un besoin vital d'embrasser l'écorce d'un arbre. Vous m'entendez? D'être amoureux fou d'une fleur. Amoureux fou d'une fleur. Mais qui est amoureux fou d'une fleur? L'enfant l'est. L'enfant adore la fleur. L'enfant caresse une petite pierre. C'est ce sens d'amour qu'il faut changer dans le monde. Et elle ne peut se faire que par la poésie. Vous semblez faire une grande confiance aux enfants, une grande confiance en l'espèce de pureté des enfants, dans le génie des enfants. Or, vous avez dit tout à l'heure que pour arriver au degré de connaissance que vous avez acquis, il vous a fallu énormément de souffrance, énormément de rejet, de refus, de recherche. Est-ce que vous croyez donc que l'enfant n'est pas un début, mais qu'il faut toute cette vie d'homme, toute cette maturation pour arriver à faire quelque chose? L'enfant est l'être le plus malheureux de la terre. Sa souffrance est indicible. Parce que tout le temps, le père et la mère les font sortir de leur paradis pour entrer dans l'enfer de société. Quelle différence vous faites entre l'enfant et l'adulte, comme moi? L'adulte qui revient à l'enfance, c'est l'homme qui a passé la puberté et qui a retrouvé l'état d'enfance et qui a mérité l'état d'enfance et qui est confirmé chez lui. Alors, la puberté est le plus grand événement de l'homme et de la femme. Le génie, c'est l'homme qui a résisté à la puberté, qui a résisté. Je vous dirai une chose absolument idiote qui va fixer ma manière de voir. Comme enfant, mes parents allaient au bord de la mer et passaient les séjours de vacances. À ce moment, on chauffait les fours avec le bois de filao. Moi, je prenais les écorces de filao et je les transportais religieusement au bord de la mer où il y avait des plants de filao, afin que ce filao qu'on avait coupé et jeté près de la cuisine puisse retrouver son compagnon et ami, l'arbre. Ben ça, c'est un concept essentiellement poétique et qui m'est resté sous d'autres formes. Ma prose impressionniste vise avant tout à jeter des ponts sur les vides de l'esprit et les fossés d'idées dans le but de tout lier. Sens Plastique n'existe pas à travers moi. Moi, je ne suis simplement qu'un homme de hasard qui transcrit une vérité et qui la fait passer. Un grand homme est un homme qui n'apporte rien de nouveau, mais qui révèle ce qui est. Le poète n'est pas l'homme qui fait des systèmes, il est le porte-parole de la vie. Mais ce qui le permet est un grand homme, c'est qu'il s'est dénudé en lui-même, il a donné passage à l'esprit. Ce qu'il nous faut, c'est nous libérer, c'est de nous purger d'abord, et de rejeter la société, rejeter tout jusqu'au moment donné que tout est propre en nous. Mais si vous avez encore des choses qui nous bloquent, il n'y a rien à faire. Alors, Sens Plastique est simplement une chose qui peut se trouver dans le cerveau de n'importe quel homme, de n'importe quelle planète. C'est une chose innée à l'homme. C'est pas Malcolm de Chazal. Moi, je ne suis rien.
Mais ma grandeur, j'en ai une, c'est d'avoir pu transmettre une chose qui est et d'avoir le cerveau assez libre pour être un homme indépendant et penser et me faire penser par la vie. Quelqu'un me glissa dans l'oreille « Petrus Mock, Petrus Mock », par association de la pierre et du nom Maurice. Et sous ce choc étrange, mélange de surnaturel et de réalité, je fus sur terre et en même temps, je glissai dans le passé. Si vous voyez les montagnes de l'île Maurice, elles sont uniques au monde. Elles sont comme un décor wagnérien. Elles ressemblent à des êtres. Il y a des personnages qui sont en elles, qu'on voyait de près. La montagne s'anime, ce sont des montagnes fées. J'avais remarqué qu'au bord des plages, la pierre travaillée par l'eau donnait, sous le regard impressionniste, des images, des mythes pétrés, où l'oiseau, dans la pierre, était prédominant. Et au haut des montagnes, j'avais remarqué que la pierre donnait des poissons pétrés, donc réversibilité, fait étrange. Je voulus dessiner ces mythes, mais je ne le pus. C'était du pur occulte. Et je compris que la pierre parlait, par le langage des allégories, et que le parler de la pierre était lié à l'inconscient cosmique, et que les rêves de la pierre donnaient des messages, une instruction. C'est cela que j'ai dégagé dans mon livre Petrus Mock. Dans Petrus Mock, la thèse est double. La montagne taillée d'une part, et d'autre part la pierre qui parle. La lumière sur les montagnes est magique, du fait de la magicité des monts. S'intermêle ici une lumière qui va vers les monts et le fluide du mont qui va vers la lumière. De cette pâte mêlée naît la lumière des montagnes. Ici, les deux bouts de la vie se rejoignent. Le butoir de pierre renvoie la lumière, et la lumière volatilise la montagne en âme lumineuse. De cet échange, et que les tropiques accroissent encore plus, vient que les visages de pierre se colorent, s'animent, se psychisent, s'humanisent comme une peau, donnant des cartilages aux monts, des vertèbres mouvants au corps de pierre, des articulations, des tressautements, des circonvolutions et des revirements, mettant des dos dans les profils, des pleines faces en plein dos, des profils à 1000 aspects, donnant une animation au tout et créant la pierre qui bouge, la montagne animée et magique, la personne pétrée. On peut aller pendant des milliards d'années, on n'avancera pas dans l'humain si on n'arrive pas à résoudre le problème de Dieu. Le problème de Dieu, c'est la clé de tout. C'est la clé de tout. Mais il faut trouver un nouveau sens de Dieu. Comment y arriver? Nous y arrivons, par exemple, comme ceci, en peinture. On peut l'arriver en peinture. Moi, quand je peins, je prends des couleurs et je les associe, je les marie et j'en fais une unité. Et je donne chaque couleur est complètement distincte des autres couleurs. C'est-à-dire, je peins avec des couleurs pures. Elles restent là, il n'y a pas de confusion d'aucun ordre. Et cependant, tout ça se lit. Là, c'est une démonstration, je dirais que ma peinture, une démonstration de Dieu et de l'harmonie. Le noir est la lumière trouée. Le gris est la robe du soir de la nuit. Le lilas est le rose qui rêve. Mouchez le jaune, et il devient blanc. Le rose semble toujours étonné d'être rose. Le vert passa la main sur l'épaule du jaune qui eut un frisson mauve. Le bleu pâlit de bonheur. C'était le printemps. Vous disiez, ça n'a aucune importance que tout ce que j'ai écrit disparaisse aujourd'hui ou demain, puisque
ça existe dans l'univers. La poésie n'a rien à faire avec des livres. Mes livres n'ont aucune valeur, même meilleurs livres, si ça n'aide pas, ça fait l'homme vivre. Le livre doit devenir un livre de vie. Du moment que ça a passé dans l'univers, le livre peut être détruit, parce que c'est entré dans le sang et la vie des êtres. C'est ça qu'il faut. Il faut sortir de la littérature et entrer dans la vie. Et voici ce moment de temps, incarcéré dans une couleur. Voici l'espace de voir, intégré à une forme. Deux images, visibles et invisibles, et c'est la fleur. Et quand je cherche la couleur, je vois l'objet, et quand je cherche l'objet, j'ai la couleur dans les yeux. Tout m'échappe. Et c'est l'enivrement. Bientôt, il n'y aura ni espace et ni temps, ni couleur, ni objet, mais moi, dans moi, au sein de la conscience universelle. Et me voici en pleine lumière, décalé entre deux lumières. Je suis devenu couleur, je suis devenu forme, je suis devenu espace, je suis devenu temps. Enfin, je suis dans la vérité de cette chose. Malcolm de Chazal, le grand perturbateur. Nous sommes au Chaland. L'eau gonflée fait comme un ballon bleu par la brise. Il y a là tout un groupe, des gens importants, directeurs de compagnies aériennes, une femme ici ou là pour ponctuer le bouquet. Je passe dans la grande salle à manger, chapeau sur la tête. Ici, je fais une digression. Je considère que l'homme, l'esprit, la personnalité sont liés à l'habillement. Si j'étais bien vêtu, je ressemblerais à un niais. Donc, je m'habille mal avec intention, pour insister sur ma distinction. L'homme qui a du style l'est surtout en pyjama. Je n'accepte pour ma part aucune convenance. Et je porte une tente de Vacquois où je mets mes affaires. Et je voyage ainsi avec cette tente à Port-Louis, dans le bus, afin de signifier que je peux tout faire et que j'ai tous les droits. Mais qu'on ne cherche pas à m'imiter. On se ridiculiserait. Malcolm de Chazal, vous êtes le Mauricien le plus célèbre à l'extérieur de son pays. Alors, la première question que je dois vous poser, puisque nous sommes en ce moment à quelques kilomètres de la capitale de l'île Maurice, Port-Louis, qu'est-ce que ça représente pour vous, l'île Maurice? Rien. Absolument rien. Parce que l'île Maurice n'existe pas d'abord. Ça n'a aucune personnalité, ça n'a aucune âme, ça n'a aucun folklore et une prétention infinie. On dit pourtant que c'est un continent, justement, à cause de cette juxtaposition de races, d'ethnies, de religions dont vous venez de parler. L'île Maurice est née il y a une dizaine d'années avec un livre que j'ai créé qui s'appelait Petrus Mock. C'est un livre qui donne l'essence poétique du pays. En dehors de ça, il n'y a que du verbiage. Et le français, la langue française, bien sûr. Disparu complètement le français, et comme langue, et comme sentiment. Le français est une chose morte à Maurice. Il n'y a pas de français, et le Mauricien n'est rien.
Alors qu'est-ce qu'il remplace? Il y a quand même un moyen de communication. Amorphe, chaos, nullité. Il n'y a que quelques poètes. Un ambassadeur à Maurice Néiamant qui voulait faire ma connaissance, je ne nomme pas de quel pays il était. Il finit par me retrouver dans une rue de Port-Louis, la capitale, et le chauffeur bloque ses freins. Monsieur descend, il se présente à moi. Je dis, monsieur, écoutez, je ne peux pas causer dans une auto. Voulez-vous marcher dans les rues de Port-Louis? Nous avons marché dans les rues de Port-Louis. La première chose que je lui ai dit, je lui ai dit, monsieur, pourquoi vous voulez me voir? Je suis l'homme le plus monstrueux que la Terre ait créé. Je suis un être sans sentiment, sans amour, sans rien. Je hais l'humanité, en bloc. Quelque temps après, il était abasourdi, je rencontre sa femme, une très charmante femme, à bord de la mer, et nous marchions sur le sable blond de l'île Maurice. Elle me dit, et vous n'avez pas détrompé une femme. Vous êtes l'homme le plus aimant de la Terre. N'essayez pas de tromper, mon mari n'a rien compris. Et pourquoi aviez-vous rejeté l'ambassadeur? Non, je ne l'ai pas rejeté. Il est venu vouloir causer avec moi. Et j'ai voulu, par exemple, le choquer et lui dire une chose de cet ordre. Parce que c'était un homme qui est dans le monde. Il faut devenir démoniaque dans le sens courant. C'est-à-dire être un être vil qui déteste son semblable, qui est un être absolument épouvantable. Mais vous comprenez, l'homme qui ne fait pas des petits compliments, qui ne donne pas des coups de téléphone si quelqu'un est mort, qui n'est pas dans le social et qui ne s'occupe pas des autres dans leurs intérêts de ceci et cela, c'est un monstre. C'est un homme qui est coupé de la vie. Ils vous diront, mais vous êtes en dehors de la société, mais vous êtes un truc dégoûtant, parce que vous ne vivez pas avec les hommes, vous n'êtes pas humain. Ce qu'ils appellent humain, eux, ces gens-là, c'est le non-humain. Lisez Newsweek et Times. Mettez-vous au courant de ce creuset qu'est l'Amérique. Il y a de tout dedans. L'expérience du monde se fait là-bas. Il y a de tout, tous les extrêmes sont là. Au fond, ce qui est désespérant, c'est que la foi est morte. Un grand journaliste new-yorkais qui était à Maurice, qui a voulu me rencontrer, en mon nez, je lui ai dit, écoutez, je n'ai pas trop envie de causer avec vous, mais qu'est-ce qui arrive? What's happening in America? Qu'est-ce qui arrive en Amérique? Et il me dit, monsieur, c'est foutu. Les Américains, they have no purpose. Ils n'ont aucun but. L'homme n'a aucun but. Il vit, il n'a pas de but. Avant, il avait la foi. Cette foi est en train de se désagréger. Mais il y a une nouvelle foi qui se forme par l'amour. Un nouveau sens de Dieu par l'amour. Prenez les préjugés de couleur, les préjugés contre race, toutes les barrières tombent. Les gens se jettent dans les bras l'un de l'autre. Ça qui va nous ouvrir les yeux. Pas les théories. C'est ça qui va nous ouvrir les yeux. Et nous sommes arrivés en plein, là. Alors, par le fait, ils vont trouver un nouveau sens de Dieu en s'embrassant dans les rues. Ils vont s'embrasser dans les rues. Ils vont trouver un bonheur incroyable par l'amour. Vous comprenez? Je me trouvais dernièrement à Port-Louis dans un bureau, et il y a un homme considéré très intelligent, et il y avait le ciel bleu à travers la porte, des maisons anciennes que vous voyez avec des lucarnes, et il y a une paix, il y a une tranquillité, le temps ne coule pas comme en Europe, et on goûte la vie. Et il me dit, mon cher, tout ça c'est beau, tout ça c'est merveilleux ce que vous dites, mais donnez-moi une chose à quoi je peux mordre, que je peux attraper. Dites-moi quelque chose qui va manger chez moi. Comment allez-vous changer l'homme? Je lui dis, attention, je ne suis pas un prophète de psychologue avec des systèmes, moi. Je ne compte pas changer l'homme. Je vais laisser dans ce bouillon de culture. Il n'y a rien à faire pour le tirer de son bouillon de culture. Laissez-le crever, faire ce qu'il veut. Je ne vais pas le changer, l'homme, pas des prêches et tout. Je vais changer ceci. Voulez-vous me dire qu'est-ce qu'il y a à travers la fenêtre? Il me dit une maison. Je lui dis, mais qu'est-ce qu'il y a devant la maison? Il me dit un arbre. Je lui dis, qu'est-ce que c'est qu'un arbre? Ah, il me dit, mais un arbre est un arbre. Ben, je lui dis, un arbre veut dire tree en anglais. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un arbre? Qu'est-ce que c'est qu'un arbre? Est-ce qu'un homme sur terre, c'est qu'un arbre? Vous ne savez pas ce que c'est un arbre. Mais si vous pouvez changer le sens de l'arbre, commencez à réfléchir, monsieur. Est-ce que vous changez l'homme? Il me regarde, il me dit, peut-être.
Je dis oui, vous allez changer. Parce que le sens que vous aviez de l'arbre a fait l'homme que vous êtes, mais si vous changez le sens de l'arbre, votre conscience change. Ce qu'il faut, il faut revenir à l'enfance de vision. Et de considérer l'arbre comme un ami, pas du tout comme une chose. Il faut sortir des choses. Il faut être en communion avec la vie en changeant le concept de l'arbre. Eh bien, moi, je vous dirais, quand je peins, je ne fais pas des arbres. Du tout. D'abord, je peins une chambre close. Je ne m'occupe pas du tout des arbres. Je prends l'arbre en moi, que j'exprime. Et cet arbre en moi n'est pas l'arbre que Dieu a créé. C'est un autre sens d'arbre. Vous savez ce que c'est que cet arbre? C'est mon verbe. Cet arbre que je crée est une parole. Cet arbre parle. Alors, cette expression de l'homme, jaillit de lui-même, c'est ça l'arbre, c'est ça l'essence, c'est ça l'archétype. Mais si cet arbre-là existe et qu'on peut le créer en dehors de soi, c'est signe que cet arbre que vous voyez là, et qui est un arbre dans le temps, est un arbre mortel. Mais l'arbre que je crée est immortel. Par le fait, j'arrive à un nouveau concept de l'image. Vous savez comment on appelle ça? On appelle ça l'humanisation. Vous savez qui est Picasso? Il disait à 12 ans, je peignais, je dessinais comme Raphaël. Mais c'était fini. Puisqu'à 12 ans, il dessinait comme Raphaël, c'est fini. Moi, je ne dessine pas, je ne sais pas dessiner. Braque me disait de peindre, je dis je ne sais pas dessiner. Alors, il savait dessiner, parfait. Et l'homme qui dessine bien sert l'image et la bloque. Il faut ne pas dessiner pour donner du mouvement à l'image. Alors, Picasso, c'est le type d'homme impuissant. Pourquoi être impuissant? L'impuissance en art est bâtie sur la couleur. Et l'homme qui n'a pas la couleur ne peut pas intéresser les femmes, la peinture des femmes. Mais c'est un sorcier. C'est un grand intellectuel. Il est très très intelligent. Il est diabolique. C'est-à-dire qu'il sait très bien que ce qu'il faut savoir, c'est le secret de la forme humaine. Et s'il tient la forme humaine, il tient toutes les formes. Alors, Picasso, lui, c'est le snobisme poussé au dernier cran. Écoutez bien ce que je vais vous dire, suivez bien ce que je vais vous dire, ni vous, ni personne, ni moi, pas une personne sur Terre ne peut comprendre qu'est-ce que Picasso fait. C'est une mystification globale. On ne sait pas ce qu'il fait. Personne ne peut dire ce qu'il fait, qu'est-ce que ça est, mais on le trouve fantastique. Un jour, j'ai décidé d'aller au bord de la mer, et là, dans un lieu isolé, j'avais pris un laboureur, j'avais fouillé un fossé, et je jetais dans ce fossé une armoire de manuscrits, et mis le feu. À un moment donné, je croyais devenir fou, je me suis précipité pour sauver quelque chose que je n'aurais pas dû laisser aller. C'était des livres de contes de fées. Et après, la chose a brûlé. J'en suis revenu abîmé comme un fou, comme un démon. Et puis peu à peu, j'ai compris qu'il fallait brûler tout ça. Je considère qu'il devrait y avoir une loi qui édicte que périodiquement, après une consultation nationale avec des comités, on brûle tous ces livres d'académiciens et autres, et on met le feu dedans, pour libérer l'humanité de ces horreurs. Les livres sont nocifs, sont des poisons qui renforcent les mythes dans l'humanité. Et certes pas qu'il faut brûler Baudelaire, certes pas qu'il faut brûler les poètes comme Rimbaud, certes pas. Ça, il faut mettre ça en livre d'or. Mais, par exemple, les gens qui font des livres de policiers, ça, il faut brûler. Brûler les gens, les livres des académiciens, qui sont des nuisances. Malcolm de Chazal, aimez-vous votre pays? Je dis ceci. L'île Maurice serait un paradis, 3 petits points, sans les Mauriciens. Je n'aime pas les hommes de l'île Maurice. Que vous ont-ils fait les hommes?
Les hommes en général, je ne parle pas seulement des hommes de Maurice, de vos concitoyens, mais je parle des hommes. Pourquoi vous les fuyez tout le temps? Je vous connais. Je ne les fuis pas. Mais, parlant un autre langage qu'eux, je n'ai nul moyen de communication avec eux. Je les fais souffrir et je souffre. Ils ne peuvent pas me comprendre, moi je les comprends comme étant sur un autre plan de vie. Nous sommes arrivés à un point dans l'histoire de l'humanité où les contacts ne sont plus possibles entre deux types d'hommes. Il faut s'arranger à vivre chacun de son côté, en attendant qu'avec le ferment, la lie se sépare du vin, le blé d'ortie, ainsi de suite. Pourquoi cherchez-vous pas de les appeler vers vous? Vous les appelez avec vos œuvres. Moi, je les ai lues, vos œuvres. Pourquoi vous ne voulez pas dialoguer avec eux? Pourquoi ne vivez-vous pas avec un homme qui ne peut pas vous comprendre irrémédiablement? Pourquoi vous créez une prison où il serait lui à votre prison et vous à sa prison? Il y a des points au temps actuel où il n'y a aucune possibilité de contact entre deux types d'humains. Si vous ne faites pas un effort, vous, pour chercher de vous faire comprendre, croyez-vous que les autres vont en faire? Si je pouvais me faire comprendre de ces gens, c'est que je ne serais pas sur le plan où je suis. C'est que je serais sur leur plan. Ils vont rester sur leur plan et moi sur mon plan. Alors, je ne peux pas les amener à moi et je ne compte pas venir à eux. C'est irrémédiable. vous croyez que c'est une vie, la vie que vous menez? Est-ce que ça vous suffit, votre nature, vos tableaux, tous vos livres? Je ne conçois pas une autre vie. Toute autre vie serait l'enfer des enfers. Pour vous? Oui. Et je vous dirais que je ne fais aucun effort pour plaire aux autres. Je considère que je ne suis pas venu sur Terre pour plaire aux gens. Je suis venu sur Terre pour devenir ce que je suis. Je ne peux pas empêcher d'être ce que je suis. Je ne peux pas, étant un aigle, descendre à plat de terre. Je suis l'aigle, je suis un prophète, je reste prophète. Mais la souffrance pour l'aigle, ce serait, il préfère sa solitude, que cette plus grande solitude, d'être parmi des autres humains qui ne peuvent pas le comprendre. Pourquoi alors vous écrivez des livres? Vous cherchez de vous faire comprendre? J'écris comme l'arbre fleurit, comme le vent avance par la brise, comme la rosée sourit. C'est une fonction. Je t'ai mis au monde pour créer, je crée. Je ne cherche pas à comprendre pourquoi je crée. C'est une fonction. Je dois me réaliser. Et si je ne me réalise pas, je me détruis complètement. Alors, il n'est pas question que je me détruise. Je compte être ce que je suis, vivre ma vie, obéir à mes instincts et créer. Et du fait que je crée, je ne peux pas être réellement seul, parce que mon œuvre remplace tout. C'est une compagne. Je suis dans la vie, et je considère que je ne peux pas vivre avec les autres, parce que pour moi, ce sont des monstres. Moi, je progresse en devenant de plus en plus humain. Eux, ils progressent en devenant de grands hommes, de grands généraux, de grands êtres. C'est-à-dire qu'ils progressent vers des complexes supériorités dans l'abstrait. Moi, j'avance de plus en plus dans l'humain. Je deviens de plus en plus humain. Et à Maurice, personne ne peut me comprendre, mais je peux comprendre l'homme du peuple. Dans les endroits, dans les fins fonds de l'île Maurice, des sauvages. Les sauvages me comprennent, et moi je les comprends. Mais du fait de mon statut social et de ma manière de vivre, je les vois très peu. Moi, je suis à la fois dans ce monde-ci et dans le monde des morts. Je suis à la fois dans le temps et dans l'éternité. L'œuvre que je crée est immortelle parce que je le porte en moi. Si toute mon œuvre est détruite, elle existerait dans l'invisible. Elle existerait dans l'absolu. Par le fait, elle est moi et je suis mon œuvre. Si personne ne me comprenait, l'œuvre existerait en soi. Parce que l'œuvre, telle que je le fais, me rebâtit, me reconstruit et me refait. Vous avez envoyé à New York des tableaux. Vous allez avoir une exposition à New York de vos œuvres, de vos tableaux. Est-ce que ça vous fait plaisir? Est-ce que ça vous donne une satisfaction? Ça me donne absolument aucun plaisir. Je voudrais avoir des milliards de dollars pour vivre une vie édénique sur Terre du point de vue extérieur. Je voudrais créer des îles enchantées. Je voudrais dépenser chaque jour 2 ou 3 millions de dollars pour créer des mondes stupéfiants. Pour moi,
l'or, les dollars ont une valeur spirituelle. L'or, l'argent est la plus belle chose sur terre excepté Dieu. Parce que l'argent pour moi égale poésie. Je transforme, je transmute l'argent en poésie. Mais je m'en contrefiche de l'opinion des autres. L'opinion des femmes ne compte pas pour moi. Dieu, écoutez, c'est bien simple. Je n'ai fait aucune différence entre Dieu et moi. Aujourd'hui, je n'aime personne. Je n'aime pas les hommes, j'aime l'homme. Je n'aime pas les femmes, j'aime la femme. Vous comprenez? Vous n'aimez pas les femmes, vous aimez la femme. C'est-à-dire, moi, c'est bien simple. Je suis un monstre par rapport aux femmes. Je n'accepte aucune contrainte d'aucune femme. Je pourrais l'aimer à la démence et dans une demi-quart de seconde la rejeter. Ultimatum. Un escalier. Non, dans les relations sexuelles et de vie courante. Tu me suis ou tu t'en vas. Quel que soit que l'amour pour toi, tu auras à te courber, parce que je suis le maître. Je suis né pour être le maître. Tu n'es pas ma servante, tu n'es pas mon égal, tu es mon complémentaire. Mais c'est moi qui ai la direction. Toi, femme, c'est comme les fontaines lumineuses. Tu ne peux pas diriger, tu n'as pas de direction. Ton cœur s'affole à tout moment. Tu n'as pas de jugement, tu n'es rien. C'est comme le liège, tu t'accroches. Accroche-toi à moi. Tu me suivras ou je te rejetterai. Et qu'est-ce que vous lui donnez à cette pauvre femme? Je ne tout. Vous savez que Picasso disait en anglais, Woman is a goddess or a doormat. Je suis d'accord avec lui. On s'essuie les pieds dessus ou c'est divine. Comptez-vous un jour venir en France, en Europe, ou comptez-vous rester indéfiniment ici? J'abomine la France parce que c'est un pays de sales bourgeois, vous pouvez leur dire. C'est le pays le plus bête de la terre parce qu'ils sont trop intelligents. Je disais ça à Jacques de la Crotelle, que le Figaro littéraire, c'est de la paille, les nouvelles littéraires, c'est de la paille, le cartésianisme, c'est une horreur. Ce sont des gens bêtes, je préfère les gens les plus sauvages de l'Afrique que le français. Il est mort parce qu'il coupe les cheveux en mille. Il n'a aucune vie, il n'a aucune vitalité. Et ce qui pourrait peut-être vous intéresser, c'est l'opinion d'André Breton. En 1946, alors qu'André Breton était à Washington, il avait préfacé le catalogue de l'ambassadrice du Brésil. C'était une femme qui faisait des statuaires. Et il disait, l'hémisphère nord est fini. C'est sclérosé, ils ont fini leur temps. Ils ont touché au pic de l'intellectuel, ils sont finis. Ils vont créer des objets, l'art va disparaître, ils vont tomber dans la machine. Tout va revivre à partir du sud de la planète. Et il y aura peut-être un cataclysme. Alors, je considère qu'à Paris, pour moi, ce serait l'enfer des enfers. Alors vous restez ici, dans je votre reste ici, île. et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, en Amérique et ailleurs, je verrai des gens qui me comprendraient à demi. Alors qu'ici, personne ne me comprend. Me comprenant à demi, il m'aurait torturé. Je préfère ne pas être compris du tout, je suis libre. Aimez-vous la liberté? Je suis la liberté. Comment êtes-vous arrivé à trouver la liberté? On n'est jamais libre dans la vie. Je suis libre pour une seule raison. Puisque du coucher au lever, à toute heure du jour, je me donne. Je me libère par la grâce. Je cause avec les arbres. Je m'exprime à tout moment. Je sors de moi-même. Par le fait que je suis libre. Nul n'est libre s'il ne connaît pas le véritable sens de l'amour, qui est le don de soi, gratuitement. Vous êtes bon, Malcolm de Chazal. Bon? Oui, vous êtes bon, vos paroles le disent. Vous êtes bon et vous êtes révolté envers la société. En me disant que je suis bon, vous avez fait la plus grosse insulte qu'aucune personne ne m'ait jamais faite. Je regrette, tant pis pour vous, vous Parce en que la avez dit bonté. assez, je vous dis, vous Parce êtes que la bon. bonté n'est simplement C'est un vil sentiment pour qu'une vous. sous-vivance. Je suis humain.